j'ai poignardé mon père dans son sommeil ce soir-là, la lame glissant comme une caresse traîtresse entre ses côtes, et j'ai regardé sa poitrine se soulever une dernière fois sans un mot de regret. Ma mère, elle, a hurlé jusqu'à ce que sa voix se brise comme du verre sous mes poings, mais ce n'était pas la peur qui l'étouffait, c'était la réalisation que la fille qu'ils avaient sacrifiée pour leur propre survie venait enfin récolter sa dette. Et pendant que le sang coulait sur le parquet ciré de notre appartement haussmannien, j'ai murmuré, c'est pour la nuit où vous m'avez vendu au loup. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombres, m'a vu naître en 2005, dans le ventre d'un hôpital anonyme du 20e arrondissement. Mes parents, Jacques et Élodie, étaient des ombres même, lui, un employé de banque aux costumes impeccables et aux dettes invisibles, elle, une ancienne actrice ratée qui recyclait ses rêves fanés en soirée mondaine. Ils m'ont nommé Camille, comme la cigarette qu'ils fumaient en se disputant la garde de leur unique enfant, un fardeau qu'ils portaient à contre-cœur. À 18 ans, j'étais encore cette fille naïve qui croyait que l'amour filial était un contrat éternel, pas un piège à ressort. Ce fut une nuit d'août 2023, lourde d'humidité et de promesses brisées. L'air de la capitale vibrait d'une chaleur oppressante, celle qui fait coller les chemises à la peau et les secrets à l'âme. J'avais passé la journée à flâner le long de la Seine, imaginant un avenir où j'échapperais à l'étouffement de notre petit appartement rue de Ménilmontant. Jacques m'avait appelé à l'heure du dîner, sa voix mielleuse filtrant à travers le combiné, « Viens à la maison, ma chérie. On a une surprise pour ton anniversaire. » Élodie avait ri en fond, un gloussement faux comme ses perruques de théâtre. J'y suis allé, le cœur battant d'une excitation enfantine, vêtu d'une robe d'été légère qui dansait autour de mes chevilles. La surprise n'était pas un gâteau ni un collier. C'était un sac à main en cuir noir, abandonné sur la table de la cuisine comme un serpent endormi. « Prends-le, Camille, » avait dit Jacques, ses yeux fuyants évitant les miens. « C'est pour une amie de ta mère. Juste dépose-le à l'adresse qu'il y a dedans, et reviens vite. C'est ton cadeau, un peu d'indépendance. » J'avais hésité, sentant l'odeur âcre du mensonge dans l'air, mais leur insistance ce mélange de cajolerie et de reproches volés m'avait poussé dehors. Le sac pesait lourd dans mes mains, trop lourd pour un simple dépôt. La rue était déserte, éclairée par les halos orangés des réverbères. L'adresse menait à une bijouterie fermée du Marais, ses vitrines sombres reflétant mon ombre incertaine. J'ai forcé la serrure de la porte arrière, comme Jacques me l'avait vaguement expliqué. « Oh, c'est facile, ma fille, juste un petit tour de main. » Mon cœur cognait comme un tambour de guerre quand j'ai franchi le seuil. À l'intérieur, l'air était froid, chargé d'un silence ouaté. J'ai ouvert le sac, des bijoux scintillaient dans la pénombre, des colliers d'or et de diamants volés à la lumière d'une lampe torche tremblante. C'est là que les sirènes ont hurlé. Des phares ont balayé les murs, et avant que je puisse refermer le sac, des mains gantées m'ont plaqué au sol. « Ne bougez pas. Police. » La voix était un aboiement, impersonnelle et terrifiante. Ils m'ont traîné dehors, menotté, mes genoux rappant sur le trottoir irrégulier. La rue s'était réveillée, voisins en pyjama, passants attardés, tous les yeux rivés sur moi comme si j'étais une bête de foire. Voleuse. Regardez-la, la petite pute qui cambriole en pleine nuit. Un vieil homme crachait ces mots, et une femme a murmuré, « Pauvre France », envahie par ces gamines sans morale. Jacques et Élodie étaient là, au premier rang de cette mascarade. Ma mère feignait l'horreur, une main sur la bouche, les larmes coulant comme sur commande. Mon père hochait la tête, solennel, comme s'il assistait à un enterrement qu'il avait lui-même orchestré. Pas un geste pour moi, pas un cri de protestation. Juste ce regard complice échangé avec l'inspecteur, un regard qui m'a transpercé plus profondément que les menottes. Il m'avait piégé. Pour une dette de jeu de mon père, pour les factures impayées de ma mère, ils avaient transformé leur fille en bouc émissaire. J'avais 18 ans ce jour-là, et au lieu d'une fête, j'ai hérité d'une cellule. Les jours suivants se sont fondus en un brouillard de néons et de questions. Le commissariat du 4e arrondissement puait le café rance et la sueur masculine. L'inspecteur Moreau, un colosse au visage taillé à la serpe, m'a bombardé d'interrogatoires. « Où as-tu eu les outils? Qui t'a appris à crocheter? Tes parents disent que tu traînes avec de mauvaises compagnies. » J'ai nié, hurlé, supplié. Mais les preuves étaient accablées, mes empreintes sur le sac, l'appel de mon père enregistré comme conseil innocent. Élodie a témoigné contre moi, sa voix chevrotante décrivant une adolescente rebelle qui volait déjà à la maison. Jacques a ajouté les détails, elle a toujours eu le diable au corps. Le procès a été un cirque. La salle d'audience du palais de justice, avec ses lambris sombres et son odeur de cire, m'a avalé comme un monstre antique.
Les flashs des photographes crépitaient comme des coups de feu, et les journaux titraient déjà « Fille de bonne famille impliquée dans un cambriolage spectaculaire ». J'ai vu ma vie se désintégrer en gros titres, ma photo d'identité judiciaire placardée sur les kiosques de la Bastille. Le juge, un homme aux lunettes pincées, a prononcé la sentence, 3 ans ferme, pour vol aggravé et recel. 3 ans pour un crime que je n'avais pas commis. En cellule, à Fresnes, l'enfer a pris forme. Les murs suintants, les cris nocturnes, les regards des codétenus qui jaugeaient ma chair comme un butin potentiel. J'ai maigri, mes cheveux ont perdu leur éclat, et mes nuits étaient hantées par le visage de Jacques, serein, tandis que les menottes me mordaient les poignets. Mais c'est là, dans ce purgatoire de béton, que la graine de la vengeance a germé. Pas une rage aveugle, non une froide résolution, logique comme un théorème. Il m'avait trahi pour survivre, je les détruirais pour renaître. Les premiers mois, je me suis muré dans le silence. Ma codétenue, une certaine Nadia, une maghrébine aux cicatrices de couteau, m'a sorti de ma léthargie. La famille, c'est le pire des poisons, petite. Moi, j'ai buté mon frère pour moins que ça. Ces histoires, crues et sans phare, m'ont appris la survie, observer, planifier, frapper là où ça fait mal sans laisser de traces. J'ai lu voracement dans la bibliothèque de la prison Dostoïevski pour la psychologie des abîmes, Camus pour l'absurde de la trahison, et des manuels de droit pour les failles du système. Chaque page était un clou dans le cercueil de mes parents. Libéré conditionnellement après 2 ans, en 2025, j'ai émergé dans la lumière crue de Paris comme une ombre vengeresse. La ville avait changé, les géos avaient laissé des cicatrices d'or sur les façades, mais les ruelles de Ménilmontant restaient les mêmes, imprégnées de l'odeur de kebab et de regret. Jacques et Élodie vivaient toujours là, dans notre ancien appartement, enrichis par l'assurance vie qu'ils avaient touchée sur mon innocence perdue. J'ai loué un studio anonyme à Oberkampf, un trou à payer au noir, et j'ai commencé ma traque. D'abord, l'observation. Je les ai suivis comme un fantôme, Jacques au bureau, rentrant avec son attaché-caisse usé, Élodie au cocktail, saignante dans ses robes trop serrées. Ils riaient, maintenant, libres de leurs péchés. Pas de remords dans leurs yeux, juste une satisfaction malsaine. J'ai fouillé leur vie numérique, un faux profil sur LinkedIn pour Jacques, un compte Instagram fantôme pour Élodie. Leurs secrets suintaient, dettes blanchies, amants discrets, et un fonds d'épargne alimenté par ma condamnation. La première fissure, je l'ai créée subtilement. Une lettre anonyme à la banque de Jacques, détaillant ses irrégularités fiscales pas assez pour le couler, juste pour le faire trembler. Il a pâli lors d'un dîner que j'ai espionné depuis un café d'en face, son verre de vin tremblant dans sa main. Élodie, elle, a reçu des fleurs empoisonnées, des roses fanées avec une carte murmurant « Souviens-toi de la nuit où tu as pleuré pour rien ». Son hystérie a éclaté en public, un scandale qui a fait jaser les commères du quartier. Mais la vraie tempête, je l'ai ourdie dans l'ombre. J'ai contacté un ancien codétenu, un hacker serbe nommé Milo, libéré avant moi. Pour 500 € volés à un job de serveuse, il a piraté leur compte. Leurs économies ont fondu comme neige au soleil, virement fantôme vers des associations caritatives ou ironie du sort, pour les victimes de crimes familiaux. Jacques a perdu son poste, accusé de fraude interne. Élodie, ruinée, a dû vendre ses bijoux, ceux qu'elle avait achetés avec l'argent sale de ma chute. Pourtant, ce n'était pas assez. La nuit de mon anniversaire, 2 ans après la libération, j'ai frappé au cœur. J'ai glissé dans leur appartement par la fenêtre du salon, la même que j'avais escaladée enfant pour fuir leur dispute. Jacques dormait, ronflant comme un porc repu. Le couteau de cuisine, aiguisé jusqu'à l'os, a trouvé sa place entre ses vertèbres. Pas de cri, juste un gargouillis étouffé. Élodie s'est réveillée en sursaut, ses yeux écarquillés sur mon visage, un masque de calme absolu. « Camille ? C'est toi. » Sa voix était un filet de peur pure. J'ai attrapé son poignet, le tordant jusqu'à ce que l'os craque. « Oui, maman. C'est moi. La fille que tu as offerte en sacrifice. » Elle a supplié, des mots vides comme ses larmes, on n'avait pas le choix. « Ton père. Les dettes. » J'ai ri, un son rauque et étranger. Le choix ? J'en ai fait un ce soir. Mes poings ont plu sur elle, méthodiques, visant les côtes, le ventre, les endroits où la douleur s'attarde sans tuer vite. Elle s'est affaissée, haletante, et j'ai murmuré les détails de leur trahison, chaque mensonge disséqué comme un cadavre à l'autopsie. Quand les sirènes ont approché un voisin alerté par le bruit, j'ai effacé mes traces, gants, alibi fabriqué par Milo.
J'ai quitté l'appartement par la porte de service, le sang encore chaud sur mes mains, et j'ai marché jusqu'à la Seine. L'eau noire léchait les quais, indifférente. J'ai jeté le couteau dans ses flots, et avec lui, les chaînes de mon passé. Les journaux ont titré « Meurtre sordide dans le 20e, couple assassiné par un fantôme du passé ». La police a enquêté, bien sûr, mais les preuves étaient minces, et mon nom n'a pas émergé. J'ai changé de ville, Lyon peut-être, ou Marseille, pour recommencer sous un faux nom. Mais la vengeance n'efface pas les cicatrices, elle les transforme en armure. Aujourd'hui, à 20 ans, je vis dans l'ombre, un job de nuit dans un bar enfumé, où les âmes perdues comme la mienne se cognent sans se voir. Je ne regrette rien. Ils m'ont appris que l'amour est une illusion, la famille un contrat précaire. Et dans cette leçon, j'ai trouvé ma liberté aux sanglantes, mais mienne. Non, ce n'était pas la fin. La vengeance, cette pute capricieuse, ne se contente pas d'un climax sanglant, elle s'infiltre dans les veines, empoisonne le quotidien comme une drogue qu'on ne peut plus lâcher. Lyon m'a accueilli avec sa pluie incessante et ses traboules sombres, ces passages secrets qui rappellent que même les murs ont leur cachotterie. J'ai pris le nom d'Aline, une ombre parmi les ombres, serveuse dans un bistrot de la Guillotière où les ouvriers noient leurs regrets dans du Beaujolais tiède. Les nuits étaient pires que les jours. Le sommeil me fuyait, remplacé par des flashs, le regard vitreux de Jacques, le craquement des os d'Élodie sous mes phalanges. Je me réveillais en sueur, les draps collés à ma peau comme une seconde peau de culpabilité. Pas de remords pour le meurtre, non, c'était justice, pure et logique, comme une équation résolue. Mais la solitude, elle, rongeait. À 18 ans, j'avais rêvé d'université, de voyage en Italie, de ces amours légères que les filles de mon âge cueillent comme des cerises. À 20, j'étais une fugitive, hantée par l'écho de sirènes imaginaires. Milo m'a contacté un soir, son accent serbe craquant comme du gravier au téléphone jetable. Petite sœur, les flics fouillent encore. Mais tu es propre. J'ai effacé les caméras, fabriqué un alibi en béton, une nuit chez une amie à Vienne. Il riait, ce salaud, comme si la mort était un jeu d'échecs. En échange, il voulait plus, une part de mon héritage, ces quelques billets que j'avais soutirés au compte de mes parents avant le final. J'ai payé, amer, réalisant que la trahison n'était pas l'apanage des familles, elle imprègne tout, comme l'humidité lyonnaise. Pour survivre, j'ai plongé dans la psychologie des monstres, pas les miens, mais ceux qui peuplent les livres. Freud dans une édition jaunie trouvée au marché aux puces, le complexe des Édipes inversés, où les parents dévorent l'enfant au lieu de le nourrir. J'ai noté dans un carnet clandestin, ils m'ont piégé non par nécessité, mais par lâcheté. Jacques, avec ses dettes de poker au cercle de l'Union, voyait en moi un bouc émissaire pour sauver sa peau de banquier respectable. Élodie, frustrée par ses rôles manqués au théâtre de la ville, a projeté sur moi sa rage d'échec, me transformant en criminel pour briller en victime. Chaque mot était une catharsis, un scalpel disséquant la plaie. Mais les cauchemars évoluaient. Bientôt, ce n'étaient plus mes parents que je voyais, mais moi-même, une version adolescente, menottée, hurlant dans le vide tandis que la foule riait. Traîtresse. Fille indigne. Les voix se mêlaient à celles des voisins, du juge, même de Nadia en prison, qui m'avait un jour giflé pour pleurnicher comme une bourgeoise. Je me suis mise à douter, et si j'étais comme eux? Une manipulatrice née, forgée dans le creuset de leur hypocrisie? Cette pensée me rongeait, me poussant à boire plus que de raison, à draguer des inconnus dans les bars pour sentir une chaleur éphémère contre le froid intérieur. Un soir, alors que la pluie martelait les vitres du bistrot, un client régulier m'a abordé. Il s'appelait Paul, un prof d'histoire au lycée du coin, la quarantaine épanouie, avec des yeux qui voyaient trop. Tu as l'air d'une tempête emprisonnée, Aline. Son sourire était doux, sans pitié. Contre toute logique, j'ai craqué, lui racontant une version édulcorée, une jeunesse volée, des parents toxiques, une prison fantôme. Il a écouté, sans juger, et pour la première fois depuis Lyon, j'ai pleuré au pas de rage, mais de ce vide béant que la vengeance laisse derrière elle. Paul est devenu mon encre précaire. Nos rendez-vous dans les parcs mouillés, nos dîners de pâtes au pesto dans son appartement encombré de livres. Il parlait de la Révolution française, de ces vengeances collectives qui finissent en guillotine, et je hochais la tête, me demandant si ma lame n'avait pas été une hache mal aiguisée. La vraie revanche, c'est de reconstruire, murmurait-il, sa main sur la mienne. Mais la nuit, seul, je revivais la scène, le sang sur le parquet, l'odeur métallique qui s'accrochait à mes narines. Était-ce reconstruction, ou simple sursis avant l'effondrement?
Les fissures sont apparues vite. Milo a rappelé, les flics de Paris ont un nouveau lead. Une analyse ADN sur un cheveu trouvé sur le tapis. Mon cœur s'est arrêté. J'ai fui chez Paul, hystérique, balançant tout, le meurtre, les détails crus, le couteau dans la scène. Il m'a serré, blême. Mon Dieu, Camille ou qui que tu sois. Tu dois te rendre. Sa voix tremblait, non de peur, mais d'une compassion qui me brûlait. C'est la seule façon de guérir. Guérir? Le mot me faisait vomir. J'ai ri, un ricanement hystérique, et je l'ai repoussé. Guérir? Ils m'ont brisé à 18 ans, traîné comme une chienne devant le monde. Et toi, tu parles de rédemption? Il a insisté, appelant un avocat ami, mais j'ai vu dans ses yeux la trahison naissante, pas la sienne, mais celle que je lui imposais. La nuit suivante, j'ai disparu de Lyon, laissant une note, merci pour l'illusion. Mais les ombres ne se réparent pas. Direction Marseille, la ville aux calanques bleues et aux secrets enfouis dans la mer. J'ai trouvé du travail dans un lounge portuaire, servant des cocktails à des marins aux tatouages effacés. Là, parmi les embruns salés, la paranoïa s'est installée. Chaque regard était un interrogatoire, chaque sirène un écho de Paris. J'ai commencé à collectionner des poisons au pas pour tuer, mais pour me rassurer, belladone dans une fiole, extrait de Jusquiam acheté au marché noir. Un rituel, les toucher du bout des doigts, imaginer les lèvres d'Élodie se figer en un sourire éternel. Nadia m'a retrouvé par un canal obscur où les prisons tissent des réseaux plus solides que les familles. Elle débarquait de Nice, libre et tatouée de frais, avec une bouteille de pastis et un plan. La vengeance, c'est une chaîne, petite. Tu as tué les tiens, maintenant, vis. Mais si les flics approchent, on frappe ensemble. Son étreinte était rugueuse, fraternelle, et pour un instant, j'ai goûté à la sororité des damnés. Nous avons passé des nuits à fumer sur les rochers de la Corniche, disséquant nos traumas comme des autopsies collectives. Pourtant, le doute persistait. Était-ce la liberté, cette errance? Ou juste une prison plus vaste, aux barreaux de sel et de regret? Paul m'écrivait sur une adresse jetable, reviens. On peut arranger ça. Ces mots étaient des hameçons, tirant sur la plaie. J'ai répondu une fois, la nuit où ils m'ont piégé, j'ai appris que l'amour est un piège. Ne m'entends pas un autre. Puis silence. Marseille m'a usé, sa violence latente miroir de la mienne. Un soir, un client ivre m'a agressé dans l'allée derrière le lounge, une main baladeuse, un souffle aigre. J'ai sorti le couteau de ma poche, le même modèle que celui de Paris, et j'ai tranché, pas mortel, juste une leçon. Il a hurlé, le sang coulant sur le pavé, et j'ai fui dans la nuit, le cœur battant d'une excitation malsaine. Étais-je devenu le monstre qu'ils avaient créé? Ou simplement la survivante qu'ils avaient forcée à naître? Les mois suivants, j'ai sombré dans une routine toxique, travail, alcool, insomnie. Les nouvelles de Paris filtraient par les ondes, l'affaire classée école case, faute de preuves. Milo avait bien bossé. Mais la victoire était amère, un vin tourné. Je rêvais maintenant de mes parents vivants, suppliants, et je me réveillais en pleurs, haïssant ma propre pitié. C'est Nadia qui m'a secoué. Retourne à la source, Camille. Affronte le fantôme. Son conseil était brut, logique. J'ai pris un train pour Paris, le ventre noué, la Seine m'appelant comme une amante perfide. Paris ne pardonne pas les revenants. Elle les avale, les mâche, et les recrache plus amers. J'ai débarqué à la gare de Lyon un matin de novembre 2025, la ville enveloppée d'un brouillard qui collait à la peau comme un linceul. Ménilmontant avait changé, les façades lézardées repeintes en couleur criarde, les bobos investissant les bistrots autrefois ouvriers. Mais l'appartement, scellé par la police, portait encore les stigmates, ruban jaune fané, voisins qui chuchotaient en me voyant passer. J'ai loué une chambre de bonne sous les toits, un cagibi où l'odeur de moisi se mêlait à celle de la solitude. De là, j'observais la rue, attendant. Quoi? Le fantôme de moi-même? Les premiers jours, ce fut l'immobilité. Je marchais des heures, de la place de la République au canal Saint-Martin, laissant la foule me porter comme une marée anonyme. Les lumières de Noël clignotaient déjà, ironie cruelle, célébration pour tous, sauf pour les parias comme moi. Paul m'a trouvé par hasard ou pas. Il était là, à un café de Belleville, feuilletant un journal avec mon visage en une jaunie. Camille. Son ton était un mélange de reproche et de tendresse, ses yeux creusés par l'insomnie. J'ai voulu fuir,
mais mes jambes ont cédé. Nous avons parlé des heures, dans un recoin sombre, ces mots comme un baume sur une plaie infectée. J'ai menti à la police, pour toi. Dis que tu étais à Lyon, innocente. Sa confession me frappa, un autre sacrifice sur l'autel de mon chaos. Il m'a emmené chez lui, un 2 pièces du 11e arrondissement encombré de manuscrits inachevés. Là, entre les draps froissés, j'ai pleuré la perte de l'innocence, pas la mienne d'avant, mais celle que j'avais volée à lui. Nos corps se cherchaient, frénétiques, comme pour exorciser les démons. Pourquoi, murmurait-il après, sa tête sur mon épaule. Parce que la douleur est contagieuse, répondais-je, traçant du doigt les cicatrices invisibles sur sa peau. Paul était mon miroir déformant, l'homme que je pouvais aimer si je n'étais pas brisé. Mais les fantômes ne se contentent pas d'amants. Nadia est arrivée, débarquant de Marseille avec son sac à dos cliquetant de l'âme. Paris te bouffe, petite. On fait le ménage. Ensemble, nous avons visité Fresnes, sous prétexte d'une visite à une ancienne codétenue. Les murs gris m'ont serré à la gorge, les échos des cris me ramenant à mes nuits de rage. L'aumônier, un prêtre aux yeux lasses, m'a prise à part, le pardon libère, mademoiselle. J'ai ri, le mien est déjà pris, mon père. Par le sang. De retour en ville, le plan a germé, pas une nouvelle vengeance, mais une purge. J'ai contacté l'avocat de Paul, un certain Laurent, un requin du barreau spécialisé dans les affaires familiales. Vos parents avaient un complice, m'a-t-il dit, après avoir fouillé les archives. Un usurier du cercle, un certain Raoul, qui a fourni le sac et l'adresse. Il est toujours libre, enrichi par des dizaines de sacrifices comme le vôtre. Raoul, le nom claqua comme un fouet. Pas mes parents seuls ou un réseau, une toile d'araignée parisienne où les familles pauvres nourrissaient les riches. La traque a commencé. Raoul vivait dans le 16e, un appartement haussmannien au balcon fleuri, ironie pour un vampire. Je l'ai filé, dîner au Fouquet's, partie de golf au Racing Club. Son visage, bouffi par l'alcool, me rappelait Jacques, même arrogance, même vide. Paul voulait que j'alerte la police, Nadia, que je le saigne comme un porc. Moi? Je choisissais la psychologie, le faire craquer de l'intérieur. La première attaque fut verbale. Une lettre, tapée sur une machine anonyme, je sais pour la nuit d'août 2023. Le sac, l'adresse, la fille piégée. Ton tour approche. Il a blêmi, ses mains tremblant lors d'une sortie que j'ai espionnée. Puis, des photos, lui avec des mineurs, achetées à Milo pour une fortune. Envoyées à sa femme, une bourgeoise friquée qui a claqué la porte en hurlant. Son empire vacillait, client fuyant, d'être appelé. Pourtant, la vraie confrontation fut intime. Je me suis introduite chez lui un soir de gala, déguisée en serveuse. Quand il est rentré, ivre, je l'attendais dans son bureau, un verre de cognac à la main. Raoul. Mon ton était calme, presque amical. Il a sursauté, son visage se tordant en une grimace. Qui êtes-vous? Sortez. J'ai souri, sortant une photo de moi, menottée. Camille. La fille que tu as aidé à couler pour 5000 €. Il a nié, bafouillé, mais ses yeux trahissaient la peur. J'ai déversé tout, les nuits en cellule, les viols verbaux des codétenus, le couteau dans les côtes de Jacques. Tu n'as pas tué que moi, tu as tué l'innocence d'une génération. Il s'est effondré, pleurant comme un enfant, avouant tout, les deals, les familles brisées. J'ai enregistré, bien sur preuve pour Laurent. Le lendemain, Raoul s'est rendu. Les journaux ont titré « Usurier du 16e avoue raquette familiale ». Mon nom n'apparaissait pas, mais la boucle se fermait. Paul m'a serré ce soir-là, c'est fini? J'ai secoué la tête. Les fantômes ne finissent pas. Ils évoluent. Nadia est repartie, laissant un baiser rugueux. T'es forte, petite. Mais n'oublie pas, la vengeance est une maîtresse jalouse. Seul avec Paul, j'ai commencé à guérir thérapie clandestine, nuit à écrire mon histoire dans un journal scellé. Mais Paris murmurait toujours, un voisin qui me fixait trop longtemps, un flash de sirène dans la nuit. Un soir, l'inspecteur Moreau m'a retrouvé. Il était là, au pied de l'immeuble de Paul, cigarette au bec. Mademoiselle, on sait pour Raoul. Et pour vous. Mon sang s'est glacé. Il a souri, presque paternel. Mais je ferme les yeux. Votre père m'avait payé pour fermer les yeux aussi, ce soir-là. Considérez ça comme une dette réglée.
Il est parti dans la brume, me laissant pantelante. La corruption, partout. La vengeance n'était pas finie, elle était cyclique, comme la scène qui charrie ses secrets. La rédemption est un mensonge qu'on se raconte pour dormir. Après Moreau, j'ai sombré dans une paranoïa aiguisée, chaque ombre un flic, chaque appel un piège. Paul insistait, thérapie, Camille. Laisse-moi t'aider. Son appartement devint mon bunker, ses bras mon refuge précaire. Nous avons commencé des séances avec une psy, une femme aux cheveux gris nommée Irène, qui disséquait mes traumas comme un chirurgien bienveillant. Parlez-moi de la nuit, disait-elle, sa voix un filet d'eau calme. J'hésitais, les mots coincés comme des épines. Puis ça sortait, le sac lourd, les sirènes, le sang sur le parquet. Irène hochait la tête, notant, la trahison parentale est la plus profonde. Elle fracture l'identité. Ces théories freudiennes me fascinaient et me rebutaient. Étais-je une victime éternelle, ou une architecte de mon propre abîme? Paul assistait parfois, sa main serrant la mienne, un pilier dans la tempête. Les progrès étaient lents, comme un vin qui mûrit. Je recommençais à écrire, non plus des vengeances fantasmées, mais une nouvelle, une fille qui pardonne, qui reconstruit. Les filles piégées, un roman clandestin envoyé à un éditeur sous pseudonyme. Les refus pleuvaient, mais un jour, une réponse, prometteur. Réviser le ton trop amer. Amer? C'était mon sang, mon encre. Pourtant, les rechutes guettaient. Un soir, en fouillant un vieux carton de Paul, j'ai trouvé des coupures de presse sur l'affaire Raoul. Mon nom y figurait, en filigrane, témoin clé, anonyme. La rage remonta, acide. J'ai confronté Paul, tu m'as trahi. Il a nié, les yeux humides. Je protégeais, Camille. Pour nous. Nous avons fait l'amour ce soir-là, violent, comme pour sceller une paix fragile. Mais la graine du doute était plantée. Nadia revint, un tourbillon de sel et de tabac. T'es en train de te ramollir, avec ton prof et ta psy. Elle m'emmena dans un bar de la Goutte d'Or, où les ex-tolards se racontent des histoires de survie. Là, j'entendis des échos de ma propre histoire, une sœur piégée par son frère, un fils vendu par sa mère. On est une armée, petite, gronda Nadia. Pas des victimes. Son énergie me réveilla, me rappelant que la rédemption n'est pas solitude, mais sororité. Avec elle, nous avons lancé un podcast clandestin en voix des oubliés, des témoignages anonymes sur les trahisons familiales. Ma voix, déformée, ouvrait chaque épisode, la nuit où on vous vend, vous apprenez que la force naît de la fracture. Les écoutes grimpaient, des messages affluaient, merci, vous m'avez sauvé. Pour la première fois, la vengeance se muait en justice collective, un feu partagé. Paul supportait, mais les fissures s'élargissaient. Il voulait un avenir, enfant, maison en banlieue. Laisse le passé, implorait-il. Je riais, le passé est mon sang, Paul. Il coule en moi. Une dispute éclata après une émission, tu vis pour les fantômes. Et nous? Il claqua la porte, et je restai seul, le silence hurlant. La rechute vint avec une lettre, de l'avocat Laurent. Nouveau dossier, une famille similaire, piégée par Raoul avant sa chute. Ils veulent votre témoignage. J'acceptai, par devoir. Le procès fut un calvaire, la mère, brisée, rappelant Élodie, le père, absent, comme Jacques. Mon témoignage, masqué, fit basculer l'affaire. Victoire, mais au prix d'une plongée dans l'abîme, nuit sans sommeil, où je revivais non plus le meurtre, mais l'innocence perdue. Irène diagnostiqua, trouble de stress post-traumatique. Vous revenez pour guérir, mais Paris vous aspire. Elle prescrivit des médocs, des promenades en forêt de Vincennes. Avec Paul réconcilié, nous tentâmes, pique-nique sous les chênes, rire forcé. Mais un soir, sous les étoiles, je craquai, et si j'étais irrécupérable? Il m'embrassa, alors on le sera ensemble. Nadia, sentant le vent tourner, proposa une fuite, Espagne, petite. Soleil et oubli. J'hésitais, déchiré. La rédemption était un fil tendu, prêt à rompre. Puis, le choc, Moreau réapparut, pas pour arrêter, mais pour confesser. Café du Marais, voix basse, votre père m'avait corrompu, oui. Mais j'ai perdu ma fille à cause de sa overdose, après un piège similaire. Ses yeux, rougis, me désarmèrent. Pardon, mademoiselle. Pour ne pas vous avoir vu. Il partit, un fantôme de plus.
Ce pardon inattendu fissura ma carapace. Avec Paul, nous décidâmes, rester, mais changer. Le podcast devint officiel, un collectif. Les filles piégées fut publié, succès modeste. La rédemption n'était pas fin, mais processus lent, douloureux, réel. Mais les ombres persistaient, chuchotant que la paix est fragile. Les alliances sont des chaînes dorées, belles mais pesantes. 2026 s'ouvrit sur un faux printemps parisien, fleurs précoces et vent traître. Le podcast explosait, invitations radio, articles dans Le Monde. Camille, la voix des invisibles, titrait-il, ignorant que j'étais la survivante d'un bain de sang. Paul rayonnait, organisant des events, Nadia, pragmatique, gérait la sécu. Irène approuvait, vous transformez le trauma en pouvoir. Mais le pouvoir attire les vautours. Un soir, après une table ronde à la Sorbonne sur les violences intrafamiliales, un homme m'aborda, grand, costume impeccable, accent belge. Madame, je représente une fondation. Votre histoire nous intéresse pour un film. Son sourire était huileux, comme celui de Raoul. Je déclinai, mais il insista, carte de visite, mais. Paul vit rouge, c'est du sensationnalisme. Ils veulent ton âme sur pellicule. La tension monta. Nadia, flairant le danger, creusa, c'est un producteur lié à des usuriers. Il cherche à te discréditer. Paranoïa ou réalité? Les menaces arrivèrent, appel muet, fleurs mortes sur le pas de porte. Paul blâma, à cause de ton exposition. Nadia contre-attaqua, elle se cache pas, elle. Moi, au milieu, je doutais, vengeance ou visibilité, même combat? L'alliance brisa sur une nuit d'orage. Paul et Nadia s'affrontèrent dans notre salon, mot comme coup, tu la maintiens dans le passé, toi, tu l'étouffes dans ton futur rose. Je hurlai pour arrêter, mais le mal était fait. Paul partit chez un ami, Nadia jura, je reste, petite. Seul avec elle, je confiai, j'ai peur de les perdre tous les deux. Elle rit, la peur, c'est le piège. Brise-le. Le producteur revint, plus insistant, rendez-vous au Plaza Athénée. Curieuse, j'y allai, micro caché. Il déballa, votre histoire, romancée, la fille trahie qui tue. Oscar garanti. Horreur, il savait pour le meurtre. Comment? Il sourit, Paris parle, mademoiselle. Chantage, silence contre contrat. J'enregistrai, quitté, cœur en vrac. De retour, Paul m'attendait, pâle. J'ai fouillé. C'est lié à l'ancien réseau de Raoul. Réconciliation forcée, nous alertâmes Laurent, qui lança une enquête. Mais le mal était semé, fuite dans la presse, la survivante a un passé trouble. Le podcast chuta, sponsor fuir. Nadia proposa l'exil, on file en Belgique. Nouveau départ. Paul, blessé, ou on affronte, ensemble. Déchiré, je choisis. Les deux? Non, une troisième voie. Avec Laurent, nous portâmes plainte, transformant le chantage en affaire publique. Conférence de presse, je ne me tairai pas. La trahison ne gagne pas. Le producteur fut arrêté, le réseau démantelé. Victoire Pyrrhic, Paul et moi, unis hélas, Nadia, fidèle ombre. Les alliances se reforment, plus solides, mais marquées. Pourtant, une lettre finale, de Moreau, mourant. Pardon accepté? Je répondis, oui. Paix. Les chaînes s'allégeaient. La Renaissance n'est pas aube radieuse, mais levée de lune sur des ruines. Fin 2026, Paris m'avait craché, usé mes entières. Le podcast renaquit, plus fort, survivantes unies, avec des voix du monde entier. Paul et moi, nous nous mariâmes civilement dans un square anonyme, alliance simple, vœux murmurés, dans le sang et les ombres. Nadia fut témoin, larme à l'œil, t'es une guerrière, petite. Irène déclara, vous avez intégré le trauma. Félicitations. Mais l'intégration est illusion, les cicatrices saignent encore. Je publiai La nuit piégée, mémoire romancée, best-seller discret. Les lectrices écrivaient, vous m'avez sauvé de ma propre mère. Chaque mot, une absolution. Pourtant, la fin boucle. Un appel, Milo, en fuite. Il me traque, à cause de toi. Culpabilité, j'avais allumé le feu. Avec Paul, nous les dames faux papier, billets pour Belgrade. Merci, sœur, murmura-t-il avant de raccrocher. La dernière ombre, un pèlerinage à Fresnes.
Seul, je touchais les murs, murmurais à l'aumônier, pardon à mes parents. Il hocha, le vôtre suffit. Sur la scène, je jetai les cendres de mon carnet vengeur. L'eau emporta tout. Aujourd'hui, à 21 ans, je vis, mère d'un fils aux yeux de Paul, auteur engagé, voix qui brise les silences. La nuit d'août 2023. Une forge, pas une tombe. J'ai été piégé, traîné, vengé. Mais surtout, libéré. La vengeance n'était pas fin, c'était début.